avec le gouvernement, le prix des carburants. Le gouvernement veillera à ce que les prix des carburants baissent aussi vite qu'ils sont montés après l'annonce d'un cessez-le-feu de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran. Le Premier ministre Sébastien Lecornu l'a déclaré sur le réseau social X. Personne en France ne doit profiter de cette crise, ni hier, ni demain. Un plan de contrôle sera déclenché. Les ministres et les services de l'État réuniront toute la filière, les raffineurs aux distributeurs à Bercy. Je rappelle que le prix est libre. Tout ça, je ne veux pas dire que c'est n'importe quoi, mais les gens font ce qu'ils veulent. C'est de la com. Ils font ce qu'ils veulent. Le prix est libre. Donc, s'ils veulent baisser, ils baissent. Mais non, mais c'est horripilant, en fait, tous ces gens qui disent n'importe quoi. Leur intérêt, c'est sans doute de baisser pour être concurrentiel. C'est peut-être ce qui peut se passer. C'est ce qui va se passer. Écoutez, ils vont mettre une pression politique. Effectivement, vous avez raison, mais il y aura une pression politique. Oui, vous avez eu à un moment donné le name and shame. C'est-à-dire, on donne le nom pour mettre la honte sur l'entreprise qui... Oui. Vous dites si je vous agace, vous me dites. Aujourd'hui, ça va être compliqué. Et surtout, le gouvernement qui donne des leçons, qui rendent les 270 millions de surplus de taxes qu'ils ont pris au mois de mars grâce à l'augmentation des prix. Qu'on commence par là. Maud de Bréjon, porte-parole du gouvernement. Écoutons-la. Nous l'avons dit, nous ne laisserons pas tomber les Français qui travaillent. Et donc il y a un travail qui est en cours sur d'autres aides, d'éventuels nouveaux dispositifs de soutien. Mais là encore, tout ça est au regard d'une situation internationale qui est extrêmement fluctuante. Et vous ne pouvez pas me poser la question comme s'il ne s'était rien passé depuis 24 heures sur la scène internationale. Ce qu'on a vécu cette nuit, quand bien même c'est précaire, quand bien même il faut être vigilant, et nous sommes vigilants, doit évidemment rentrer en compte dans la réflexion et dans les réflexions qui sont les nôtres pour les jours ou les semaines à venir. La priorité, c'est que les baisses qu'on observe sur le cours mondial soient répercutées aussi vite que les hausses l'ont été. Et nous recevrons demain à Bercy les distributeurs et les raffineurs pour s'assurer que ces baisses soient répercutées aussi vite que les hausses l'ont été. Sauf que les raffineurs vont dire que rien n'est terminé, qu'il y a un cessez-le-feu de 15 jours, mais qu'est-ce qui va se passer après? Vous savez ce qui va se passer, vous? Mais même demain. Il n'y a pas du tout de stabilité aujourd'hui. Il y a eu des tirs toute la journée sur le Liban. On ne sait même pas si le détroit d'Ormuz est ouvert. Le Liban, c'est autre chose. Le détroit d'Ormuz est ouvert, les premiers bateaux sont passés. Les premiers bateaux sont passés. Et combien ils payent aujourd'hui? C'est 2 millions de dollars. Trump est en train de nous dire qu'il va monter une société avec les Iraniens pour faire payer les bateaux. Est-ce que c'est matière à faire baisser le cours du Brent, ça? Non mais alors, le Liban ne fait pas partie du cessez-le-feu, c'est les Israéliens qui l'ont dit, donc c'est pas la même histoire. L'Iran, ce matin, les bateaux sont passés par le détroit d'Ormuz. Effectivement, il y a un deal dans le cessez-le-feu qui prévoit que le régime des Mollahs, qui est loin de tomber, va s'enrichir avec l'aval du président américain. Donc déjà, ça met fin à tous ceux qui nous ont dit Trump est venu libérer le peuple opprimé que sont les Iraniens, pas plus qu'il est venu libérer les Vénézuéliens. Il est venu changer Maduro parce qu'il n'était pas suffisamment sympa avec les Américains pour mettre sa vice-présidente qui était pire pour que les intérêts américains et pour le pétrole. Voilà. Et donc c'est à nouveau pareil avec l'Iran, c'est les intérêts américains qui passent en premier. Bon. Mais moi je pense que les 2 semaines qu'on va avoir là, je ne vois pas l'intérêt ni de Trump ni de l'Iran de reprendre le conflit dans 2 semaines. C'est-à-dire que là, l'Iran sort gagnante, c'est-à-dire que avec effectivement, comme le disait Olivier, ils vont s'enrichir sur le détroit d'Ormuz, encore plus qu'avant. Évidemment, sort gagnante, le pays est considérablement affaibli par les bombardements incessants, mais le régime n'est pas tombé, alors que tout le monde disait le régime va tomber, ou beaucoup. Et Trump, il pensait qu'à une chose, c'était sortir de là depuis plusieurs jours, parce que sa base ne veut plus de cette guerre. Donc je ne vois pas l'intérêt pour eux de reprendre dans 2 semaines. Alors, écoutons Sébastien Lecornu, peut-être Premier ministre, prise de parole au Sénat tout à l'heure. Lorsque la crise a démarré, les prix ont augmenté très très vite à la pompe, alors que les citernes avaient été achetées et remplies avant le début de la guerre. Donc autant que le gouvernement peut comprendre qu'il y ait 3 ou 4 jours de délai entre le début de ce cessez-le-feu et la répercussion à la pompe, autant qu'il est évident que les effets devront se voir à la pompe à partir de la fin du week-end, début de semaine prochaine. Et le ministre Papin, d'ailleurs, aura l'occasion d'y revenir sur différentes initiatives de contrôle. Et demain, les différents ministres discuteront avec les distributeurs pour s'assurer évidemment que les choses iront dans le bon sens.
Mais je suis pas sûr que... mais c'est un peu pieux. Il n'y a pas de mesure coercitive pour faire baisser le prix dans un délai raisonnable. Mais le prix est libre en France. Il est libre, donc il n'y a pas de mesure coercitive, c'est ce que je vous dis. Mais c'est surtout qu'à la base, la France, elle n'est pas dépendante du détroit d'Ormuz. Elle importe son pétrole des États-Unis, du Kazakhstan et du Nigeria. C'est ce que vous précisez ce matin, Éric de Ritmaten. Donc la question du pétrole en soi, elle n'est pas aujourd'hui problématique. En revanche, la crise de l'énergie qui nous attend, ça c'est très inquiétant. Fatih Birol, le président de l'Agence internationale de l'énergie, a précisé dans une interview à Canberra il y a 2 jours, je crois, il disait que nous perdons 11 millions de barils par jour dans cette crise, soit 2 fois plus que pendant les crises pétrolières de 73 et 79. 40 infrastructures ont été touchées sur 9 pays qui entourent le Golfe Persique. Il y a une façon simple de faire baisser les prix. C'est une vraie faire question. Baisser les taxes. En revanche, et là où je suis d'accord avec Gauthier, c'est que effectivement les 270 millions de taxes que l'État s'est pris par rapport à la hausse de ses carburants, ça c'est une honte parce qu'en réalité nous ne sommes pas directement impactés par la hausse du prix du pétrole. Baisser les taxes, baisser les dépenses publiques, baisser le coût du système social français. Bien sûr. Ah oui, ça demande de travailler plus longtemps, de travailler plus. Mais non, mais en bout de chaîne, c'est ça. Voilà, c'est pas après 9 ans de macronisme que vous allez demander, c'est pas le sujet du jour. Il faut attendre la présidentielle pour ça. Exactement, il faut attendre la et encore, présidentielle. Je sais même pas s'il y aura un changement. Bon, on va marquer une première pause, une deuxième même, et écoutez les informations d'Émilie Dez à 16h30. Soyez les bienvenus, c'est mercredi, vous êtes peut-être avec vos enfants en train de les amener à faire du sport le mercredi au parc, pourquoi pas. Ils ont fait du football, du basket, ils entrent dans la voiture, ils sont tout... si le gymnase n'est pas réquisitionné par la mairie de Paris pour mettre des migrants... Alors ça, c'est un beau scandale. C'est un beau scandale parce que effectivement, c'est très important le sport pour les enfants et vous avez parfaitement raison, Gauthier Lebret. C'est marrant qu'ils aient choisi une mairie LR. Ça tombe toujours sur les LR. C'était déjà dans le 16e, le 15e. C'est marrant, il n'y a pas on manque pas d'arrondissement écolo et socialo. 16h socialo, écolo et socialo, c'est un peu péjoratif. C'est pour que ça rime. Il est 16h26, à tout de suite. Et merci d'écouter Europe 1. Merci Émilie Dez. Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. 2-3 choses. Jean-François Copé, le maire de Meaux, qu'on a invité d'ailleurs sur CNews et qui va venir, et ça va être passionnant parce qu'il a écrit un livre. En fait, je pense qu'il l'avait écrit en 86 ou 87 et puis il l'a publié. Il l'a publié ces jours-ci parce que c'est un livre qui aurait pu être écrit il y a 40 ans. Mais pourquoi vous dites ça? Je n'ai pas compris. Mais parce non, j'essaie de comprendre, c'est tout. Mais parce que il n'a pas compris que son parti pèse moins de 3%. Les LR, c'est un livre sur le populisme. Oui, mais ça veut rien dire. C'est quoi le populisme? Je n'ai pas lu son livre. Oui, mais c'est quoi le populisme? Moi, ça ne me fait pas peur, le populisme. Oui, mais j'ai pas peur du peuple. Populisme, c'est-à-dire flatter le peuple et prendre des décisions un peu démagogues. Mais vous ne trouvez pas quand même que quand on est LR, et Jean-François Copé qui a plutôt bien réussi d'ailleurs à Meaux, mais que vu ce qui s'est passé depuis 40 ans, on pourrait avoir un peu de modestie plutôt que toujours jouer en surplomb parce que tu as été ministre, parce que tu as fait des bonnes... Mais il a le droit de s'exprimer, quand même. Oui, mais c'est pas le sujet. Évidemment qu'il a le droit de s'exprimer. Il s'exprime tellement que quand il était président de l'UMP, on a vu ce que c'était, et que les LR sont à moins de 5. C'est ça que je veux vous dire. Moi, je me souviens d'un bon président. J'y étais à cette époque. Oui. C'est un bon président, Jean-François Copé. Oui, c'était un tellement bon président courageux. Il a divisé et qui nous a fait voter des lois sur la burqa, sur l'immigration. Il a divisé son audience par combien? Il a divisé son audience. L'UMP a divisé son audience par combien? Il y a eu l'affaire Fillon. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Il y a eu une catastrophe industrielle en 2017. Vous ne pouvez pas reprocher à M. Copé d'être responsable de cette catastrophe-là. En plus, c'était l'ennemi intime de François Fillon. Je ne reproche pas. Je m'aperçois que Jean-François Copé accepte qu'on puisse porter le voile dans un conseil municipal. Vrai ou faux? C'est-à-dire qu'il dit aujourd'hui, c'est trop tard. C'est ce qu'il dit. Bon. C'est une attitude un petit peu défaitiste. Donc voilà, c'est ce que j'entends. Donc j'entends que vous avez un homme LR qui ne se bat même plus sur l'identité et les mœurs françaises et qui accepte tout. Donc je me dis... Pourtant c'était l'homme du pain au chocolat, on se souvient. Justement. Je me dis... Ça a tellement marqué qu'il veut se racheter. Voilà, je dis ce n'est peut-être pas exactement, il a le droit de penser ça. Est-ce qu'il représente les gens de droite? C'est la question d'ailleurs qu'on lui posera. Mais moi je l'aime bien Jean-François Copé parce qu'on l'a souvent eu ici et on peut avoir un échange parce que c'est un homme politique à l'ancienne dans ce sens que le dialogue est possible. C'est un très 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 grand joueur d'échecs.
Oui, mais c'est un très bon pianiste. Mais je suis d'accord avec vous, on s'en fiche en fait. Non, mais non, il faut prendre le joueur avec toutes ses qualités. Mais c'est pas ça que je lui demande. Je lui demande d'avoir des résultats pour la France. Qui joue de la guitare debout? Il n'est plus au pouvoir. On n'est plus au pouvoir depuis 2017. Mais qu'est-ce qu'il dit il réussit bien un mot. Qu'est-ce qu'il dit dans son... il est réélu. Qu'est-ce qu'il dit dans son livre? Il l'a dit dans le Parisien ce matin. Que le RN et LFI avaient les mêmes méthodes. Il dit les mêmes méthodes. Il les renvoie dos à dos, oui. Oui, non, mais tu te rends compte, les mêmes méthodes. Mais c'est son opinion. Mais bien sûr que c'est son opinion, puisqu'il parle, enfin. Georges, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'avec des partis, avec un positionnement comme ça à droite, il s'éloigne de son électorat. Vous voudriez qu'ils disent, c'est pas la même chose, LFI. Mais je comprendrais d'ailleurs. Mais RN, moi aussi, j'estime que c'est pas la même chose. Bon, à partir du moment où vous avez quelqu'un... En fait, vous avez David Lisnard ce matin dit en parlant des LFI, c'est un pouvoir, c'est un pouvoir fasciste. Je pense qu'effectivement, LFI est infiniment plus dangereux pour la démocratie française que le RN. On peut ne pas être d'accord sur le RN. On peut considérer que leur programme économique n'est pas bon. On peut considérer que leurs propositions ne sont pas bonnes. Mais je ne pense pas que ce soit un danger pour la démocratie. Il se trouve qu'on les connaît. Ils viennent sur ce plateau. J'entends M. Jacobelli, j'entends M. Chenu, j'entends M. Bardella. Je ne les prends pas pour des fascistes. Quand j'entends en revanche ce que j'ai vu à Saint-Denis ce week-end, quand j'entends Mme Panot, quand j'entends M. Mélenchon, et que vous avez quelqu'un d'ILR qui dit c'est la même chose, il me semble qu'il y a un divorce. Avec toute l'amitié et l'estime que je lui porte, je pense que Jean-François Copé, qui a été ministre de Chirac, on se souvient du combat de Chirac contre le Front National, il est resté dans cette optique que le RN, c'est toujours le FN. C'est ce que je viens de vous dire, on a commencé comme ça en 85, il a écrit... Je crois qu'il a tort. On est d'accord, en fait, on vient de parler pour eux. Non, mais c'est bien d'avoir discuté parce que ça éclaircit ma pensée, vous voyez. Ça éclaircit votre pensée. Ça l'éclaire ou ça l'éclaircit? À travers moi, les auditeurs comprennent mieux. Ça éclaire ou ça éclaircit? Votre pensée, elle a besoin d'être éclaircie. Est-ce qu'on peut juste dire... On vient de faire 10 minutes pour rien, en fait, puisqu'on est d'accord. Je suis sûr que ça a apporté au débat. Moi, je veux bien juste dire que ça n'a rien à voir, le RN et la France Insoumise. Parce que la France Insoumise, prenons quand même quelques exemples précis. Bon, on l'a pas écouté, Jean-François Coupé. Écoutons-le. Moi, c'est Jean-François Coupé. Moi, c'est Gauthier Coupé. Voilà. Écoutons-le. J'allais faire une... Écoutons-le, monsieur Copé. Il était ce matin sur Radio Luxembourg. Tenez, je vous redonne votre portable parce que c'est pas très beau ce que je vois d'ailleurs, monsieur Benkemoun. Franchement. Vous avez vu des choses Oui, j'ai vu des choses. Enfin, je n'en dirai pas davantage. Mais écoutez ce que dit monsieur Copé, prénom Jean-François, maire de Meaux. Je suis celui qui a interdit le port de la burqa en France par la loi que nous avons portée avec mes amis députés à l'époque. La burqa, c'est le masque intégral. En revanche, ce que je dis de manière très claire, c'est que dire aujourd'hui, comme le disent les partis populistes, là pour le coup c'est le RN, qu'il faut interdire le port du voile est aujourd'hui en réalité une illusion. Mais d'accord, mais alors... Parce que c'est trop tard. Si on devait le faire, c'était peut-être il y a 25 ans. Je pense que pour les mineurs de moins de 15 ans, on peut poser le sujet, mais on voit très bien que le vrai sujet, c'est l'efficacité. Ce qui, moi, me paraît indispensable, et je l'écris dans le livre, c'est qu'il faut être capable de parler aussi à des catégories de Français, à tous les Français, mais aussi à des catégories, aux agriculteurs, aux retraités, aux jeunes, aux chrétiens, aux juifs et aux musulmans. Et par exemple, autant pour les musulmans, et heureusement, à droite, nous sommes intraitables sur l'intégrisme islamiste, autant dans le même temps, il faut arrêter de parler des musulmans, mais parler aux musulmans. Il est tellement intraitable sur l'intégrisme musulman qu'il accepte le voile qui est précisément l'argument numéro 1 d'entrisme dans une société. Allez comprendre. Et son seul argument, c'est de dire c'est trop tard. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors que le maire de Châlons l'interdit. C'est un peu faible. C'est trop tard. Non, rien n'est jamais trop tard. C'est trop tard. C'est pas un argument. En fait, ce n'est pas un argument. Je crois que Jean-François Copé ne prend pas le pouls de la société. Je crois qu'il ne constate pas les fractures identitaires qui s'accumulent d'année en année. Et pourtant, il a porté ce projet de loi d'interdiction du voile, du voile intégral absolument dans l'espace public. Et aujourd'hui, il relativise en se disant... Mais il veut se racheter. Le pain au chocolat a percuté sa vie politique. Alors qu'il n'y a pas plus important. On est quand même en train de parler du voilement des fillettes en France. Je ne sais pas si on se rend compte de la teneur du débat. Vous serez là c'est jeudi prochain. Vous serez là sur l'antenne de CNews quand il viendra. Ça sera intéressant d'ailleurs. Avec plaisir. Si vous êtes dans le tour de table, ça peut être intéressant. Je crois que c'est jeudi qu'il vient, jeudi prochain. Pas celui-là, mais l'autre. Ou mardi prochain. Mardi, vous avez dit ce matin mardi. Mardi. Vous serez là mardi?
Si vous m'invitez, oui, bien sûr. Non, je suis toujours disponible. Oui, bien sûr. Simplement, sur la comparaison RN-LFI, pourquoi elle est insupportable ? On a un parti, la France Insoumise, qui a fait entrer les islamistes à l'Assemblée nationale, les héritiers du CCIF, qui a essayé de faire entrer le Front de libération de la Palestine avec Mariam Abou Daka, qui s'est opposé, organisation classée terroriste, qui s'est opposé à l'expulsion de cette femme, qui est main dans la main avec Elias Dimzalen dans les manifestations quand il appelle à l'intifada, qui va lui rendre visite à ce fichier S islamiste antisémite quand il est en garde à vue. Ensuite, on a un parti qui est probablement en lien, je dis probablement, avec les narcotrafics, puisque c'est les articles de l'Express, c'est les articles du Canard enchaîné, et c'est des témoignages anonymes de policiers de Saint-Denis sur l'antenne de CNews qui ont expliqué que les narcotrafiquants étaient présents autour de Bali Bagayoko lors de sa victoire. Et même s'il n'y a pas de lien objectif, quand vous désarmez la police municipale, quand vous retirez les caméras de vidéosurveillance, vous aidez évidemment les narcotrafiquants. Je ne parle même pas de David Guiraud, le lien avec l'antisémitisme, qui compare Meyer Habib à un porc. Comment peut-on dire que c'est la même chose après tous les faits que je viens de citer ? Ça n'a en fait juste rien à voir. Belle démonstration. Il est 16h41. Je salue Fabrice Lafitte qui est Bonjour avec Pascal. nous, comme tous les jours, aux commandes, derrière la console. Derrière les manettes. Exactement. Je vais saluer Laurent Tessier parce qu'on va parler de Laurent dans une seconde parce qu'on va parler des fans de Liverpool qui sont prévenus de ne pas aller dans certains quartiers de Paris. Et je vous ai écouté ce matin à 6h15, cher Laurent, et c'était le thème de votre chronique. Exactement. Donc les supporters Liverpool, on leur déconseille d'aller dans des quartiers comme Châtelet, comme la Gare du Nord. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Alors qu'ils arrivent par la Gare du Nord. Oui, je sais pas comment. De ne pas prendre toutes les lignes, c'est, ne bouge plus. C'est le débarquement de Normandie. Il faut qu'ils viennent en parachute. Mais attention, il y a un danger pour la sécurité du Stade de France, parce que je rappelle que la dernière fois, quand les Anglais étaient là, c'était Liverpool, finale de la Ligue des Champions. Ça s'est mal passé à cause des Anglais. Alors, je vous sais loin du football, mais c'est pas au Stade de France ce soir, c'est au Parc des Princes. Non, mais il fait référence à. Mais le Stade de France, je parle de la Ligue. La Ligue des Champions, c'est au Stade de France il y a quelques années. Oui, bien sûr. Et on a vu effectivement certains délinquants qui n'étaient pas visiblement des supporters de l'époque. Non, mais je sais que vous êtes pas. Mais là, en fait, je parlais du Stade de France, de la fois où ça a débordé. Vous disiez qu'il y a un problème de sécurité au Stade de France. Donc, en fait, je faisais de l'ironie en disant que la dernière fois c'était avec Liverpool lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France et que vous avez fait croire que le problème c'était les Anglais. Là, c'était les quartiers. On contrôle plus facilement les abords du Parc des Princes, non ? Oui, et c'est plus. Vous avez parfaitement raison. C'est plus calme le Parc des Princes, c'est plus sécurisé. C'est pour ça d'ailleurs que. C'est pas au même endroit du tout. Voilà, excusez-moi, c'est plus calme. C'est parce que c'est pas les mêmes quartiers autour. Oui, c'est plus sécurisé aussi. C'est plus facile à sécuriser. Vous savez quoi ? Alors, j'habite juste à côté. Je peux vous dire que il y a eu un soir, c'était la finale de la Champions League. Toute la porte de Saint-Cloud était en feu. C'est vrai. Alors, je peux vous le dire. Ça n'a rien à voir. Finale de Ligue des Champions. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec les quartiers environnement. Quand ils ont envie de s'amasser, ils tabassent. Quand ils ont envie de fracasser, ils fracassent. Ils balançaient des mortiers sur les bus, dans les arrêts de bus. Ils ont tout fracassé. En bas de chez moi, lors de la finale de la Ligue des Champions, le PSG a gagné, qui n'était pas du tout en France. Il y avait ils se tiraient au mortier d'artifice dessus à Boulogne et ils tiraient au mortier d'artifice sur les policiers. Évidemment. La pause, mais ça c'est encore autre chose parce qu'il n'y avait pas un match ce soir-là. C'est pour ça que la sécurité n'est pas la même. Vous parlez d'une finale de Ligue des Champions, mais dans ces cas-là, la sécurité n'est pas autour du Parc des Princes comme elle est présente lorsqu'il y a précisément un match au Parc des Princes. Donc c'est deux. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'à chaque fois c'est pareil, quoi. Bon, c'est pas les Anglais. C'est le dernier mot toujours, on a du mal. L'important c'est d'avoir le dernier mot. Il est 16h44, à tout de suite.